Le Japon, une pub de la SAQ, des pizzas contaminées, le Morbier, le festival des vins de Bromont avec l'Okanagan, 600 km, la crypto-monnaie, le beurre pitché dans l'eau, intelligence artificielle enfermée du monde. Tu sais, là, il y avait une expérimentation de la NASA, ça se passait à Houston, au Texas. Ils ont enfermé du monde avec consentement pendant 1 an. Ils ont enfermé du monde dans une espèce d'habitat qui simulait Mars. Les gens devaient faire pousser leur bouffe avec des imprimantes 3D pour se créer des abris. On parle de 4 scientifiques, selon l'AFP, qui ont achevé samedi, sont sortis victorieux de cette affaire-là, d'une mission de 378 jours dans des conditions simulant la planète rouge. Et ils sont plutôt de bonne humeur. Je pense qu'ils sont quand même contents d'être libérés. Intelligence artificielle, où sommes-nous? C'est un nouveau fait terrifiant que générer une image, je répète, générer une image avec l'intelligence artificielle serait aussi énergivore que de recharger son cellulaire. C'est ce que nous explique Olivier Blais, expert en IA, cofondateur chez Move, à travers FM 93 aujourd'hui. Ah là là, pensez-y 1 ou 2 fois. Il y a des tas de gens qui se sont pitchés dans l'eau. Une centaine de personnes font le grand saut au Vieux-Port pour revendiquer l'accès à l'eau. C'est quand même radicapoté. Ça se passe à Montréal. C'est Florence Bordelot-Gagné dans Le Devoir qui nous raconte que la Fondation Rivière et ses baigneurs, encore cette année, nous ont rappelé avec le traditionnel grand souplage que les eaux du fleuve Saint-Laurent représentent à leurs yeux un trésor collectif qui revêt une valeur inestimable pour la population. Une centaine de personnes ont fait le bond, des triples saltos arrière, toute chose probablement, c'est comme ça que je l'imagine, en tout cas du monde qui revole de tout bord, de tout côté. Ça s'est passé au Vieux-Port, une rencontre annuelle qui vise à sensibiliser les Montréalais et les décideurs politiques à la question de l'accès public à l'eau naturelle. Et j'ai pas ça. Le beurre s'enflamme de plus en plus trop cher. Il n'y a pas que l'huile d'olive qui vaut 20$ le flacon. Ça n'a pas rapport. C'est absurde. Aux États-Unis, tout particulièrement, une hausse des prix gigantesque. Alors, on parle de 7500$ la tonne, 5,13 la livre en dollars canadiens. Ça veut dire que, ça, attention, c'est le prix de base que les fournisseurs, alors les épiceries l'achètent à ce prix-là. Ils nous le revendent à 8, 9 ou 10 $ la livre à peu près. C'est l'équivalent de ce qu'on retrouve aux États-Unis. On détermine notamment que la demande des produits laitiers pour satisfaire nos rages de crème glacée serait majoritairement en cause. Notamment en cause. Mais en grande partie en cause. Ça fait en sorte que plus il fait chaud, plus on veut de la crème à glace, plus on prend de la crème à glace, moins il y a de beurre pour nous. La consommation de beurre qui est à son apogée, semblerait-il, pas pendant les pluchettes, quoique oui, pendant Noël. Pendant Noël, le beurre a particulièrement la cote. You heard it here first. Si le beurre monte, la crypto-monnaie dégringole telle une floconnée sur nos têtes entuquées. Le Bitcoin est passé de 73 000 $ qui était vraiment vargeux, là, qu'on se le dit, c'était quand même épatant. La reine des crypto-monnaies, selon la RFI, est passée le 5 juillet sous la barre des 57 000 $. Je suis désolé de t'annoncer ça, d'être l'oiseau de malheur qui... Yikes! T'annonce le tout. Chouette nouvelle, on parle d'une jeune femme de 16 ans
qui s'est donné un super défi, courir en un seul mois 600 km, ceux qui séparent Thetford Mines et Ottawa. C'est le soleil qui nous jase du tout. Gabrielle Pichette nous raconte l'histoire d'Émilie Bédard, qui souhaite sensibiliser les uns et les autres, les gens aux enjeux de la santé mentale, chez les jeunes tout particulièrement. Elle a amassé une belle somme de 10 000 $ pour la Fondation Jeunes en tête. Peut-être que vous allez entendre parler davantage de cette chouette situation, ce foutu défi. J'ai envie de dire, you got this. Par contre, ce sont les vignobles canadiens qui ont un petit peu de misère, merci, à fournir. Les raisins, en raison d'un gel cette année, souffrent. On va probablement retrouver des cépages américains pour aider les vignobles de l'Okanagan. Alors, les bourgeons ont été tués en grande majorité par un gel sans précédent. Presque pas de vin en 2024 produit nativement, j'ai envie de dire, dans la vallée de l'Okanagan. Des grosses pertes. Ils vont donc chercher leur raisin de l'autre côté de la frontière. Quand même, à moins de 10 km de là, on voit les États-Unis sont vraiment proches de la vallée de l'Okanagan. Ils n'ont pas le choix. Ils ont perdu 100% de leur récolte. On parle notamment de Michael Coleman qui a le vignoble Osoyoos-Larose qui a énormément souffert. Alors, il n'y a comme pas le choix de procéder. Du 13 au 14 juillet, le Roux Buvette et Caviste crée cette année le Festival des vins de Bromont avec Élise Lambert, master sommelier comme porte-parole. Alors, vous aurez la chance de déguster de bien bonnes choses. On parle de Clos des Cigales, Vignoble de la Bauge, Val-Caudalie. Ça, c'est pas un nom, hein, c'est un oui affectueux. Vignoble de l'Ardennais et d'autres encore, la brasserie West Shefford, la ferme Cavendale, la cidrerie autour de la pomme. Aussitôt que vous avez une chance, il y a des importateurs privés qui vont être présents aussi, autant des spiritueux, de ce que je comprends, que des mollusques. Les huîtres de l'Estrie, en dégustation, hells yes. L'entrée coûte 5$. Si tu achètes 40$ de coupon de dégustation, l'entrée est gratuite. Vous connaissez le Morbier? C'est un fromage qui est déjà moisi. On s'entend. Vive le bleu, qu'est-ce qu'on aime? Il est particulièrement puissant, le Morbier. Et, gros scandale cette année, en fait l'année passée, 2023, parce qu'il y a énormément de gens qui ont été infectés par le colis à cause de celui-ci. Juste à garder en tête. Je ne veux pas y mettre des bâtons dans les roues. Je tiens à ce qu'on célèbre ces belles traditions, mais on y pense à deux fois, considérant qu'une enquête a été... On risque pas grand-chose au Canada parce que ce qu'on reçoit est pas mal... quel est le mot? Aseptisé. Mais une enquête a été ouverte fin mai à Paris pour blessures involontaires et mise en danger, notamment afin de déterminer les circonstances dans lesquelles des enfants ayant consommé du Morbier en novembre 2023 ont été infectés par le colis. Des enfants tout spécifiquement, c'est ça que je... Pourquoi des enfants? Pourquoi? Alors, des familles ont décrit auprès de l'AFP des séquelles à vie. Damien Play, qui vit dans l'agglomération lyonnaise, est le père d'un bébé de presque 2 ans infecté par le colis après avoir mangé du Morbier de Jura. Un bébé de 2 ans qui a mangé du fromage bleu, c'est toute une situation quand même. Il a raconté vendredi à l'AFP la descente aux enfers après l'hospitalisation de sa fille Clara, mais c'est terrifiant en effet. Tu sais, avec le colis, là, tu peux ressortir de ça avec des lésions cérébrales, des gros problèmes de poumons. C'est vraiment, vraiment rough. Des pizzas contaminées pendant ce temps-là par Nestlé France. Mise en examen, ça c'est une bonne nouvelle parce que bon, l'enquête, la poursuite s'entame. Hein. Le géant de l'agroalimentaire, selon le journal du dimanche, a annoncé le 5 juillet sa mise en examen après le scandale Buitoni pour homicide. C'est très sérieux. Blessure involontaire, tromperie, mais homicide. Des gens sont décédés à cause de pizza de la gamme Fresh Up par la filiale de Nestlé qui était contaminée par le colis. Encore une fois, de graves, pas juste des risques, mais des dangers. On distingue.
On parle de 63 familles qui ont été affectées, des sommes colossales que jamais une négociation classique devant un juge n'aurait permis de toucher. Donc on parle d'un accord historique et innovant, mais des vies qui ont été changées pour le pire finalement avec ces pizzas contaminées. Je voulais aussi vous parler d'une publicité qui dérange, une publicité plaquée sur les vitrines d'une quinzaine de succursales de la SAQ au Québec. C'est la presse qui nous rapporte une pub de la SAQ de bien mauvais goût. Je vais aller vous chercher l'image parce que vous n'en croirez pas vos quenouilles. Voici la chose. Un été fièrement québécois et ça nous montre du Fireball, du Southern Comfort, du McGillicuddy, du Gin Geneva et du Seagrams. Seagrams, je peux comprendre parce que c'est quand même une famille montréalaise qui a parti ça. Bon, c'est une chose. C'est-à-dire que le reste n'est qu'embouteillé au Québec. Ils étaient pas foutus. Je trouve ça terriblement insultant. Avec tous les beaux produits qu'on a, ils étaient pas foutus de mettre des produits distillés au Québec. Fallait qu'ils choisissent des produits embouteillés au Québec. Je pense que l'idée derrière la campagne était de nous surprendre, de nous dire « Hey, je parie que tu ne savais pas que le Fireball c'était embouteillé au Québec. » Et le Fireball, finalement, ça employait du monde d'ici. Je pense que c'était ça le principe. Mais vraiment raté, vraiment à côté de la cible. Le Southern Comfort, bon, moi je vois Southern Comfort, je pense bien entendu genre à je ne sais trop moi, la Louisiane, la Nouvelle-Orléans. Bon, je ne pense absolument pas au Québec. Je pense à un whisky à la cannelle, McGillicuddy, je pense que c'est au caramel, quelque chose comme ça. C'est un peu niais. Avec tout ce qu'on fait, avec tout ce qu'en arrache les micro-distilleries d'ici, ou même les grosses distilleries d'ici, hein, pas foutu de choisir des produits qui étaient distillés ici, mais des produits embouteillés ici. Embouteillés ici qui, pour moi, ne veut rien dire. Il n'y a pas grand intérêt là. C'est un peu absurde. En fait, pour moi, c'est synonyme d'une piètre qualité et plus qu'autre chose. Si tu me dis, un vin est embouteillé au Québec, moi, ce que j'entends, c'est qu'il est arrivé ici en concentré dans des gros conteneurs. Je prends pour acquis. Je saute aux conclusions. J'ai des préjugés. Qui est arrivé ici dans des gros conteneurs en sirop, en condensé, qui a été dilué, qui a été embouteillé. Et pour moi, ça veut dire scrap. J'associe ça dans ma tête, je suis désolé. Et ainsi va la vie. Fait que ce soit embouteillé ici, ça vaut pas grand-chose, là. That's not my jam. Le Japon a officiellement cessé son utilisation gouvernementale et officielle de disquettes. J'en reviens comme pas, mais jusqu'à présent, le Japon utilisait encore dans sa bureaucratie d'anciennes technologies, et c'est enfin terminé, nous dit Radio-Canada Info. C'était Sony, qui était la dernière compagnie à cesser de fabriquer des disquettes. En quelle année vous pensez que Sony a cessé de fabriquer des disquettes? En quelle année? Je veux le lire dans le clavardage et je vous répondrai juste après cette brève chronique. C'est Tara Kono, personnage charismatique, suivi par 2,5 millions de personnes sur X, qui est le ministre de la réforme numérique au Japon depuis 2022. Il fait des vagues. Il s'est prononcé à plusieurs reprises sur l'élimination des fax. Il s'est dit, hey, ça se peut-tu, là? On est-tu désuet, on est-tu archaïque, il n'y a qu'un brin. Et des technologies analogiques, dit-on, au sein de son administration. Il est parti en guerre il y a quelques années, nous dit Radio-Can, contre les floppy disks. Et jusqu'en janvier 2024, le gouvernement japonais exigeait encore pour 1900 types de documents. Donc, on parle notamment de déclarations d'entreprise, de différents formulaires pour ce qui implique les citoyens et citoyennes, et de les fournir, de les soumettre, si on veut, sous un format physique, pas seulement des floppy disks, les CD étaient aussi acceptés. D'accord?
À la mi-juin, cette année, l'Agence numérique japonaise a supprimé 1034 règlements qui régissaient l'utilisation des disquettes, à l'exception d'une règle. Il restait une règle environnementale qui était relative au recyclage des véhicules qui nécessitait encore des disquettes, des stockages de données sur disquettes. C'est assez radicapoté, mais ils considèrent qu'ils ont gagné la guerre contre les disquettes le 28 juin. C'est fait, c'est éradiqué, c'est fini, c'est niaiseux comme tout. Hey, on se rappelle que sur une disquette, c'est 1,44 mégaoctets jusqu'à 2,88 mégaoctets. C'est niaiseux. C'est niaiseux longtemps. Alors, Sony a, pour répondre à ta question, cessé sa fabrication de disquettes en 2011.